Today is April 27, 2024. We are here to interview Micheline Lorber, who is a survivor of the Holocaust. The interviewer is Esther Andor and the videographer is Robert Wilson, and we're doing this interview under the auspices of the USC Shoah Foundation. The language of the interview will be French. Bonjour Micheline. Bonjour. Merci beaucoup pour avoir accepté à faire cette entrevue avec moi aujourd'hui. Ma première question, si vous pourriez me dire votre prénom et votre nom marié. Mon prénom est Micheline, mon nom marié est Lorber et mon nom à la naissance est Libertalis. Est-ce que vous pourriez épeler Lorber et Libertalis, s'il vous plaît? Lorber, L-O-R-B-E-R. Libertalis, L-I-B-E-R-T-A-L-I-S. Merci. Vous êtes né où et quand? Je suis née le 7 mai 1931 à Paris, 12e arrondissement. Bon, alors, tout d'abord, je vais vous demander un peu sur vos grands-parents. On va commencer avec les grands-parents paternels. Paternels? Oui, les parents de votre père. Est-ce que vous connaissez leur nom? Le nom de mon grand-père paternel était Dovber Libertal. Et la grand-mère? Chayamoussia Libertal. Je crois que quand on s'est rencontrés, vous m'avez aussi dit le nom Hirsch. Est-ce qu'il avait... Ça, c'est du côté de ma mère. OK, je comprends. Ils habitaient où, vos grands-parents paternels? En Lituanie, mais je les ai jamais connus. Ils étaient décédés quand je suis née. Est-ce que vous savez ce que votre grand-père faisait comme travail? Non. Et votre arrière-grand-père? Oui, était supposé être rabbin. C'était le père de ce grand-père-là. C'est-à-dire mon arrière-grand-père. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous savez à propos de vos grands-pères paternels, de vos grands-parents paternels? Non. Ils avaient combien d'enfants? Je crois 5, peut-être qu'il y en a eu plus qui étaient décédés, je ne sais pas. Non, 6. Qu'est-ce que vous savez sur le sort de leurs enfants? Vous m'avez raconté quelques histoires. Un fils, mon père, a émigré en France. Sa sœur a émigré en France avant lui. Il y a un frère qui est resté en Amérique. Une sœur qui est décédée, mais sa fille a émigré en France et a vécu chez mes parents. Et je crois un des frères était en Afrique du Sud. Si je me souviens bien, il y avait un frère et une sœur qui étaient à Paris avant votre. Ils s'appelaient comment, ces deux-là? La sœur s'appelait Pessé et le frère s'appelait Menachem. Vous les connaissiez, ces deux-là? Oui. J'étais beaucoup en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient en France, ces deux-là? Ils avaient chacun une épicerie. Vous avez des souvenirs de leurs épiceries? Comment? Oui, oui. Est-ce que vous pourriez parler de leurs épiceries? C'était dans des quartiers juifs et ils vendaient beaucoup de produits pour les juifs, quoi. Mais autrement, pas vraiment grand-chose à dire sur le magasin. Ils travaillaient beaucoup, très fort. Est-ce qu'ils avaient des enfants? Oui. Ma tante Pesset avait 2 garçons. Un est devenu ingénieur et l'autre dessinateur. Et après, il a travaillé dans la boutique, dans l'épicerie de ses parents. Du côté de Menachem, ils ont éventuellement émigré en Israël
Et les enfants ont vécu en Israël. Un des enfants est décédé en Israël et une petite fille est décédée à Paris avant qu'ils émigrent. Et vous savez que vous avez dit que vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Qu'est-ce qu'il y avait les activités communes avec Pessé et Menachem? Avec PCS, c'était souvent des rencontres familiales, avec des repas. Je me souviens qu'elle m'achetait des jouets. Avec mon oncle, c'était moins distinct, mais je le voyais de temps en temps. Est-ce que vous étiez en contact avec les enfants? Est-ce qu'ils avaient vos âges, les enfants? Les enfants de ma tante avaient l'âge de un avait l'âge de mon frère aîné et l'autre était plus âgé. Avec eux, j'avais beaucoup de contacts. Avec la fille de Méné, qui porte le même nom que moi, mais qui s'appelle Michal en Israël. Elle était un peu plus jeune que moi et son frère était beaucoup plus jeune. Passons à vos grands-parents maternels. Oui. Eux, ils s'appelaient comment? Hirsch. Et c'est lui, il était aussi décédé, ainsi que ma grand-mère avant que je naisse. Lui, il a été assassiné, comme je vous ai dit, en Lituanie. Mais expliquez-moi, tout ce que vous m'avez dit avant, c'était pas enregistré. Alors, vous devez réexpliquer un peu les choses. Mon grand-père et ma grand-mère avaient un magasin de tissus en Lituanie. Ils travaillaient pour la communauté comme un genre, je ne sais pas si on peut appeler ça notaire, en tous les cas, c'est lui qui enregistrait les naissances et tous les événements. Mais leur principale activité était le magasin. Et ils allaient souvent en dehors du petit village où ils habitaient pour acheter des tissus. Et c'est soit à l'aller, soit au retour d'un de ces voyages qu'il a été assassiné. Je suppose qu'il n'a pas voulu donner l'argent qu'il avait sur lui et que les voleurs ont tué. Après ça, ma grand-mère, qui a survécu quelques années, c'est elle qui était en charge du magasin et des enfants. Et comme elle est décédée, c'est ma mère qui a pris la relève. C'est en quel village qu'ils habitaient? Est-ce que vous savez? Oui, à Chelel, Chilel. Oui, c'est ça. C'est en Chilel. Lituanie. Oui. Je pense que ça s'écrit avec un S, H-E-L-E-L. Ça, c'est l'écriture yiddish, je l'ai trouvé. C'est l'écriture, c'est l'épellation yiddish, en yiddish. On écrit ça comme ça en yiddish. Ah, ok. Je l'ai trouvé en lituanien aussi. Ok. Et la grand-mère, elle est morte de quoi? D'une pneumonie. Oui. Et eux, ils avaient combien d'enfants? Ils en avaient 5, mais un est décédé très jeune. Et les autres 4 ont survécu la guerre. En Lituanie? Non. Une tante la plus jeune en Lituanie. Mon oncle, en partie en Suisse et en partie en allant en Israël, en emmenant des enfants en Palestine à l'époque. Et ma mère à Paris, laquelle qui manque, et l'autre en zone libre, chez qui j'ai été pendant la guerre. Elle s'appelle comment, cette tante? Qui a survécu en France, Odin. Ça s'écrit comment? H-O-D-A. OK. Ou H-O-D-E, dépendant, je ne sais pas comment ils veulent le traduire. C'est comme dans Fiddler on the Roof, les 3 filles maman s'appelait Sprinze, la plus jeune sœur s'appelait Gita, et l'autre s'appelait Odin. Gita, c'est la sœur qui a survécu en Lituanie, c'est ça? C'est ça. Et Dans un ghetto, etc. Et Hoda, elle est allée en France avant ou après votre mère? Après. C'est pour ça qu'elle est allée en France, pour rejoindre ma mère, parce qu'elles étaient restées orphelines en Lituanie.
les deux sœurs. Le frère était allé en Amérique pour quelque temps chez un oncle et après il est allé en France et après en Suisse. Votre mère, elle s'appelle comment? Sprinze. Et son nom de jeune fille? Salat. S-A-L-A-T. Et elle est née en quelle année? Est-ce que vous... Elle est née en 1906. Peut-être avant, mais les dates n'étaient pas officielles, alors... Est-ce que vous savez quelle sorte d'éducation votre mère a eue? Oui, je sais qu'elle est allée jusqu'au lycée où à l'époque c'était en russe. Elle parlait très bien le russe, le lituanien, le yiddish et après en France le français. Elle a fini le lycée? Je ne sais pas. Je sais pas. Et est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail avant de venir en France, en Lituanie? C'est elle qui était en charge du magasin de ses frères et sœurs. Alors, le peu qu'ils pouvaient faire. Est-ce que vous savez comment vos parents se sont rencontrés? C'était un chidar. Et ils se sont mariés en quelle année? Ou début 29 ou en 28. Votre père, il s'appelait comment? Mon père, Moïse. Moïse, oui. Libertalis. Et lui, il est né... Libertal, et après c'est Libertalis. Parce qu'en Lituanie, comme je vous ai expliqué, on ajoute IS ou AS au nom. Alors originalement, comme le livre que je vous montrais de mon grand-père, c'est imprimé en yiddish Libertal, mais quand il devenait officiellement lituanien ou quoi, ça devenait Libertalis. Je comprends. Et lui, il est né où et quand? Il est né, votre père, il est né où et en quelle année? Il est né en 1891 à Jonava, en Lituanie. Quand est-ce que vos parents sont allés en France de la Lituanie? En 1929, parce que mon frère aîné est né à Paris. Et ils sont allés à Paris parce que votre père avait déjà... Parce que mon père avait son frère et sa sœur. Oui. Oui. Vous savez où ils se sont installés à l'époque, où ils se sont installés à Paris quand ils sont arrivés? Je me souviens, le premier appartement, c'était rue de Romainville, à la place des Lilas, dans un très bel immeuble. Et ils avaient une épicerie après dans ce coin-là. Mais quand ils ont déménagé après dans la deuxième épicerie, l'appartement qui est dans le Marais était beaucoup moins bien. Est-ce que vous pourriez parler de l'appartement à la place des Lilas? Je me souviens, les escaliers étaient cirés. Dans l'appartement, il y avait des planchers. La petite fille du propriétaire jouait avec moi. Elle avait des jouets très élaborés. Mon frère aîné avait une bicyclette. On jouait dehors. On allait à la maternelle dans cette rue-là. Après, on a déménagé rue Charlot, dans le Marais, dans le 3e. Pourquoi est-ce que vous avez déménagé, vous savez? Parce que la deuxième épicerie qu'ils ont achetée était rue Charlot. Et après, ils n'avaient plus la première épicerie. Ils avaient seulement la deuxième, celle qu'ils ont gardée jusqu'après la guerre. Avant qu'on va vraiment vers Paris, qu'est-ce que vous savez sur leur vie, la vie de votre père et de votre mère en Lituanie, avant qu'ils viennent? Est-ce que votre mère vous a raconté des histoires? Il y avait deux choses. Après la mort de ses parents, la vie était extrêmement difficile pour eux tous. Je sais qu'ils avaient une grand-mère qui habitait avec eux et qui prenait soin d'elle. En tant qu'enfant et jeune, ma mère avait été gâtée. Elle portait des belles robes, tout le monde la regardait à la synagogue le samedi,
Mais après ça, après la mort de son père, j'imagine que les choses ont changé. Est-ce que votre mère a raconté sur la vie de votre père en Lituanie quelque chose? Pas que je me souvienne. À quel degré est-ce qu'ils étaient religieux en Lituanie, vos parents? Très, très. Vous savez quelque chose de plus sur ça? Comment vous savez qu'ils étaient très religieux? Ils pratiquaient tout. Leur petit frère qui est décédé apparemment à l'âge de 3 ans était capable de réciter toutes les prières et apparemment c'était un enfant prodige, mais je n'étais pas là pour voir. Et après, une fois déménagé à Paris, comment ça a changé? C'est surtout à cause du travail et des jours de la boutique et des horaires. Alors c'était moins strict, beaucoup moins strict. Ça veut dire qu'ils travaillaient le samedi, que le magasin était ouvert? À un moment donné, après la guerre, c'est sûr. Ma mère, parce qu'elle était seule et elle avait 3 enfants et elle faisait ce qu'elle devait faire. Est-ce que votre père allait à la synagogue, par exemple, chaque samedi? Pas quand ils avaient le magasin. Est-ce qu'ils étaient cachers à la maison? Oui. Et est-ce qu'ils fêtaient Je tout? me souviens que mon père mettait ses tfilim tous les matins. Ça, je le vois encore, le faire. Comment étaient les dîners de Shabbat le vendredi? Quels sont vos souvenirs? Pas vraiment, parce que c'était tard, on était enfants, peut-être qu'on avait mangé avant, je ne sais pas. C'était pas la même vie qu'une vie normale. Pourquoi? À cause des horaires. Le magasin fermait à quelle heure? Est-ce que vous savez? Tu te souviens, Bernard? Non. 8h, 9h, je ne sais pas. Ah, alors assez tard. Oui. Je voudrais, avant d'aller dans le magasin, je voudrais parler un peu encore de votre premier appartement à Lila. C'est quel type de voisinage était? Qui habitait là-bas, dans ce quartier? Je crois que c'était mixte. Je me souviens de certaines personnes qui habitaient dans l'immeuble. Un autre étage qui faisait de la couture, qui avait des machines à coudre, qui savait faire des chapeaux. Il s'appelait Speckmann. Quelqu'un m'avait contacté parce qu'il recherchait quelqu'un qui connaissait cette famille. Mais j'étais tellement jeune, c'est avant d'avoir... J'avais peut-être, quand on a quitté, j'avais peut-être 5 ans ou 5 ans et demi. Difficile de donner des détails. Est-ce que c'était plutôt un quartier juif ou est-ce que c'était plutôt un quartier juif où il y avait beaucoup de non-juifs aussi, d'après vos souvenirs? À la porte des Lilas, il y en avait, mais dans le coin où j'étais, je ne peux pas dire, je ne me souviens pas tellement. J'étais enfant. C'était... Les voisins dont vous vous souvenez, ils étaient... Oh, ils étaient juifs. Ils étaient juifs. Combien d'appartements est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment où vous habitiez? Combien d'étages? Peut-être 4 ou Oh, alors 5. c'était un petit bâtiment alors. Et le propriétaire du bâtiment habitait dans le même bâtiment? Il y avait une cour à côté, peut-être qu'il y avait un appartement séparé. Je me souviens que la concierge avait sa loge dès qu'on rentrait dans l'immeuble. Mais pour le propriétaire, je sais que la petite habitait, il y avait une petite cour extérieure, mais les détails... Vous habitiez sur quel étage? Peut-être le deuxième, je ne suis pas certaine. Et est-ce que vous vous souvenez de votre appartement à l'intérieur? Combien de chambres vous aviez eu, la cuisine? Il y en avait au moins 2. Une salle à manger. Il y avait une salle de bain, ça je me rappelle, parce que c'était important. Après, on n'en avait plus rue Charlot. Qu'est-ce qu'il y avait dans la salle de bain? Baignoire? Oh, je ne me rappelle plus. Mais est-ce qu'il y avait de l'eau
l'eau chaude ou l'eau courante dans l'appartement? Probablement parce que l'immeuble était assez bien équipé, alors que dans le Marais, c'est toute une autre histoire. Oui, on va aller là aussi. Est-ce que vous avez des souvenirs des magasins Non. aux alentours? Non. Est-ce qu'il Non, y avait? non. Je me souviens de la rue, je me souviens de la maternelle où j'allais, mais c'est tout, non. Et la rue, c'était plutôt une rue résidentielle? La rue était une rue résidentielle plutôt que commerciale? Oui. OK. Oui. Vous avez mentionné que vous aviez un frère aîné qui est né à Paris en 29. Oui. Lui, il s'appelle comment? Henri. Henri, OK. Le magasin, est-ce que vous avez des souvenirs du premier magasin? Non, pas Non, du pas tout. du tout. Je pense pas que j'y ai été. Peut-être, mais Et l'école maternelle, quels sont vos souvenirs de ça? rien non plus. Vous allez juste une année, vous êtes allé une année, j'imagine? Et alors, vous avez déménagé au Marais. Oui. C'est décrivez un peu le quartier pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris. Le plus proche métro était le métro République. Il y avait beaucoup de rues avoisinantes. Il y en avait comme la rue du Temple qui avait beaucoup de grands magasins, d'autres qui étaient plutôt résidentiels. Là où j'étais, c'était plutôt un quartier juif, mais aussi mixte. J'allais à l'école publique, rue Béranger, et il y avait des enfants juifs, mais il y avait une majorité d'enfants non juifs. C'est au moment où il y a eu les déportations qu'on a vu la différence, parce que chaque jour, il manquait d'autres élèves. Mm-hmm. Vos voisins dans le Marais, c'était quelle classe sociale? Qui habitait, disons, dans vos coins? Il y en avait quelques-uns qui étaient commerçants, et le reste était, je dirais, plutôt ordinaire, enfin, je sais pas. Pourriez-vous décrire le bâtiment où vous habitiez, là, au Marais? Là, c'était une cour, il y avait trois ailes, en somme. 3 escaliers, un à droite, un à gauche et un au fond. Et la loge était naturellement au rez-de-chaussée, à côté d'un WC. Vous habitiez où, au rez-de-chaussée? On habitait au 3e étage de l'escalier à droite. C'était pas mal, dirais-je, assez vieux. Quand on montait les escaliers, on voyait sur les murs les craques avec des numéros pour montrer probablement s'ils étaient larges et s'ils s'élargissaient ou quoi. À l'époque, il n'y avait pas de minuterie, mais il y en a eu après la guerre. Il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas de salle de bain dans mon appartement. Alors, où est-ce que vous alliez? Quelques marches plus bas, il y avait comme un tremplin où il y avait des WC qui servaient à plusieurs appartements. Et à côté, il y avait comme un robinet avec de l'eau froide où, disons, les gens pouvaient rincer des couches ou autre chose. Alors que dans l'appartement, il y avait l'eau. Et à l'époque, il n'y avait pas l'eau chaude, mais après la guerre, on l'a installée. Et pour prendre un bain, qu'est-ce que vous faisiez, votre famille? On allait au bain-douche dans une autre rue, qui était, c'était leur business, leur commerce de faire des douches et des bains. Et si vous restiez trop longtemps à l'intérieur, on vous frappait à la porte pour sortir, parce qu'il y avait toujours des gens qui attendaient à l'extérieur. Mais alors, c'était pas des bains municipaux, c'était pas des bains municipaux, c'était le business d'un individu. C'était des bains publics, en somme, mais par une entreprise privée. Mm-hmm. Il y avait des bains et des douches.
Et vous alliez combien de fois par semaine? Probablement une fois. Vous savez quel jour? Vous vous souvenez quel jour vous Non. alliez? Non. Et toute la famille allait ensemble? Ou Moi, vous je me alliez- souviens aller avec ma mère, le reste, je ne sais pas quand ils y allaient. Parce que quand j'étais toute petite, j'étais peut-être dans la même pièce que ma mère. Après, j'avais peut-être la mienne. Je ne me souviens pas des détails, c'était tellement courant. Dans l'appartement, il y avait combien de chambres? Il y en avait 2 et une salle à manger. Et mon frère aîné dormait sur un sofa-lit dans la salle à manger. Moi, je dormais dans une autre chambre et mes parents dans une autre chambre. Quelle était la taille, disons, de cet appartement? C'était assez spacieux. Mais le chauffage était avec du charbon et un poêle. Il n'y avait pas de chauffage central. On n'avait pas toutes les commodités. Ou est-ce que vous aviez comme un poêle en céramique? Ou... C'était pas en céramique, mais c'était un poêle. Il y en Ah, avait ah. probablement plusieurs. Il y en avait un dans ma chambre. Et je ne sais pas, dans la salle à manger, je sais qu'il y avait une cheminée. Alors je ne me rappelle pas comment on chauffait là. La cuisine, vous aviez une cuisine. Vous aviez eu une cuisine. Oui, une petite cuisine, oui. Il n'y avait pas de fenêtre. C'était comme ça continuait de l'entrée à la chambre. Alors, si vous entrez dans l'appartement, À droite, il y avait la salle à manger. Si on continuait, il y avait la cuisine. Après ça, il y avait une chambre. Et de cette chambre, il y avait la deuxième chambre. Et de la deuxième chambre, entre la chambre et la salle à manger, il y avait une chambre de débarras qui est comme un placard. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir au moment où on est venu chercher mon père ce qui est arrivé. OK, on va y arriver plus tard. Et c'est qui faisait la cuisine chez vous? Ma mère, Est-ce qu'elle avait aucune aide? Est-ce qu'elle avait une aide, aucune aide une femme de domestique ménage, qui faisait le ménage le nettoyage, c'est ça? de la maison, de l'appartement. Pour laver les vêtements, ça passait comment? C'est qui l'a fait? Je sais que les draps et les nappes, on les envoyait dans une buanderie. Les vêtements, elle devait les laver à la main, sûrement. Dans l'appartement, il y avait de l'eau dans l'appartement. Dans la cuisine. Dans la cuisine, oui. Électricité? Électricité, Oui, vous on avez... avait l'électricité. Quelle langue est-ce que vous parliez à la maison? Quelle langue? Au début, beaucoup le yiddish. Après, nous, les enfants, le français. Les parents, je ne sais pas comment ils nous répondaient. Je sais que quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne ce qu'ils disent, ils parlaient en russe entre eux. Alors, ça veut dire que votre père aussi, il parlait le russe. Oui, oui, Et il parlait aussi les deux le lituanien. oui, oui. Qui étaient les amis de vos parents? Est-ce qu'ils avaient des amis que vous connaissiez, vos parents, avant la guerre? Peu. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Est-ce que vous avez des souvenirs des amis proches qui venaient chez vous ou avec qui vous faisiez quelque chose ou vos parents? On avait des amis qui habitaient dans la même rue, dont les enfants étaient déportés et survivants qui a émigré au Brésil, avec qui je suis restée en contact jusqu'à récemment. Elle est décédée. Comment était disons, le quotidien de vos parents? À quelle heure il allait travailler? Quelle heure il Mon revenait? père se levait très tôt pour aller aux halles. Les halles, c'est l'endroit où on achetait les fruits et les légumes en gros. Et après, ils ouvraient le magasin. Ils travaillaient ensemble jusqu'au soir tard.
Qui s'occupait de vous, vos enfants? Qui s'occupait de vous et de votre frère si vous... Ah ben, on allait à l'école, on s'occupait nous-mêmes. Alors, vous alliez toute seule à l'école? Oh, bien sûr. Est-ce que c'était proche, l'école? Oui. Alors, vous alliez à pied toute seule? Ah oui, oui, oui. OK. Et quand vous rentriez en après-midi, il n'y avait personne Ou à la on maison? allait à la boutique, si on avait des devoirs, on montait dans l'appartement pour les faire. Et votre mère, elle faisait la cuisine quand? Le soir? Quand elle pouvait. Est-ce que vous aviez des tâches à faire et votre frère, Henri? Après la guerre, oui. Avant la guerre, pas vraiment. Parlez un peu du magasin, de ce deuxième magasin. Vous devez avoir des souvenirs. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé dans ce magasin. On vendait de l'eau en bouteille, donc il fallait vider les caisses et les mettre sur le trottoir pour que les camions les récupèrent. On vendait des liqueurs, on vendait des fruits. Je mangeais beaucoup de fruits secs. On vendait des abricots, des amandes, des pruneaux. On vendait du salami, des cornichons. Alors, j'étais supposée être une très mauvaise mangeuse, mais je grignotais beaucoup de choses dans le magasin. Alors peut-être j'explique comme ça pourquoi j'avais pas l'appétit à la maison. Est-ce que vous pourriez décrire comment c'était le magasin dedans, comment c'était meublé? Oh, c'était grand. C'était à l'origine probablement comme une auberge pour chevaux. Alors il n'y avait pas de vitrine. Et après la guerre, j'ai suggéré qu'on change la façade et on a mis une vitrine, une porte, des choses comme ça. Mais autrement, on ouvrait les battants grands le matin et c'était froid ou chaud. C'était pas très, très sain pour mes parents de travailler là toute la journée dans cette atmosphère. Parce que vous dites qu'avant la guerre, il n'y avait pas de fenêtres sur la rue? Il n'y avait pas juste de les fenêtres. grandes portes? C'était deux battants très lourds qui ouvraient et une petite porte de côté qui se fermait à clé. Où étaient les étagères? Comment? Où étaient les étagères pour la Il y marchandise? avait beaucoup d'étagères, il y avait un comptoir magnifique, très long, avec une balance vitrée. Et il y avait une autre balance pour les fruits et légumes j'ai encore les poids ici chez moi. Et c'était comme tout au long des murs, les étagères, ou est-ce qu'il y avait des étagères? Sur deux côtés et sur le fond. Et au milieu, il y avait une petite entrée avec une cuisine à l'arrière et une autre pièce pour des réserves. C'était ça. Qui travaillait dans le magasin? Votre père, votre mère? Est-ce qu'il y avait des employés? Non. Non. Et le magasin était ouvert chaque jour ou est-ce qu'il y avait un jour quand ça fermait? Ça dépendait des lois. Quelquefois, c'était fermé le dimanche. Après la guerre, c'était supposé le lundi. Mais quelquefois, on ouvrait parce que d'autres magasins étaient fermés. Alors, c'était le jour où on pouvait avoir des clients. Vous avez dit que votre père apportait les légumes et les fruits des halles. Ça, c'est du temps où il y avait mon père. Après la guerre, ma mère n'allait pas aux halles, donc on n'avait plus de fruits et légumes. Et les autres marchandises venaient d'où? Les autres marchandises? Il y avait des vendeurs, des représentants qu'on appelait, qui venaient, qui prenaient les commandes. Alors on avait tout un tas de conserves, tout un tas un tonneau de harengs, un tonneau de cornichons, des choses comme ça. Maman allait dans le quartier juif rue des Rosiers où elle achetait pickle fleisch, du salami, des choses, et elle les portait et revenait à la main à pied pour les apporter au magasin.
Est-ce qu'il y avait du temps dans votre famille avant la guerre de faire quelque chose ensemble? Vous avez dit que vos parents travaillaient beaucoup, mais est-ce qu'il y avait quand même un peu de temps pour la famille? Mon père m'amenait quelquefois chez cette tante. Et en passant à la République, je me souviens, il y avait un manège. Il me faisait monter sur le manège. Et après ça, on allait à Belleville, où eux, ils habitaient, qui était assez, enfin, 2 stations de métro. C'était assez proche. D'autres choses que la famille faisait ensemble? Toute la famille, votre mère, votre frère, votre père? À part les repas, je ne me souviens pas. Est-ce que vos parents lisaient? Mais on allait en vacances, soit avec une tante, soit... mais je me souviens rarement de ma mère étant en vacances. Mais j'ai été à Paris-Plage, à Berck-Plage. Là, j'étais avec mes cousins. On a été une année en nourrice, où là, j'étais aussi avec mon frère aîné, mes cousins. Ma tante Odée, son mari, venait nous voir chez la nourrice, parce que là encore, j'imagine que mes parents devaient être occupés. Alors, c'était plutôt avec la famille que vous passiez les vacances, pas avec vos parents, oui. Est-ce que vos parents lisaient? Est-ce qu'il y avait des livres à la maison, des journaux? Des livres et des photos. Des journaux, des livres ou des journaux à la maison chez vous? Des journaux et des livres. Des livres, oui. Les journaux, probablement les journaux juifs, je ne me souviens pas les avoir lus. Et des livres, quelle sorte de livres vous aviez? Et en quelle langue? C'est difficile, c'est avant la guerre. Je ne me souviens pas. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Vous êtes allé à l'école publique. Oui. Parlez-moi un peu de vos années à l'école. Vous avez commencé l'école en 1937, je crois, Probablement. à 6 ans. Oui. Et vous êtes allé jusqu'à quand? Quand est-ce que vous deviez arrêter d'aller à l'école? En 1942, après qu'on a pris mon père en septembre. Alors, je ne sais pas si j'y étais. J'y étais peut-être quelques semaines après que mon petit frère est né. Puis après, comme j'ai dit, j'ai été en pension aussi quelques semaines. On va en oui, venir. mais alors, ça fait que à l'école même, après qu'on a pris mon père et quand mon frère est né, je me souviens que la maîtresse était très gentille. On donnait des gâteaux caséinés aux enfants. Et à l'heure de la récréation, elle me disait « Ne descends pas à la récréation ». Elle me mettait la boîte de biscuits devant moi et me disait « Mange autant que tu veux ». Et quand il est né, il fallait des tickets pour acheter des vêtements. Et je ne sais pas d'où elle avait, c'était une jeune femme qui n'était pas mariée. Et elle m'a apporté un chapeau rose. Et elle m'a dit « Je m'excuse, c'est la seule couleur que j'ai ». Et elle m'a donné un chapeau pour mon petit frère. Donc elle était consciente de ce qui se passait. Et avant la guerre, quand vous avez commencé l'école, vous avez mentionné qu'il y avait des juifs, vous aviez des camarades juifs. Il y avait des non-juifs, mais je ne pense pas qu'on faisait tellement de différence à l'époque. C'est pendant la guerre qu'on a vu la différence. Parce qu'il y avait des réunions, il fallait chanter pour Pétain, les enfants, nous, les enfants de la France, etc. Il y avait toutes sortes de choses différentes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'allais à l'école avec mon étoile. Ça, on va en venir, oui. Racontez-moi un peu, parlez-moi un peu de la vie religieuse dans votre famille avant la guerre, quand vous étiez petit. Est-ce que vous alliez à la synagogue? Oui. À quelle occasion? Toutes les grandes fêtes comme Yom Kippour, Rosh Hashanah, d'autres fêtes. À quelle synagogue est-ce que vous alliez? Rue Notre-Dame de Nazareth. Vous vous souvenez, vous pouvez parler de la synagogue, décrire la synagogue? C'était une très belle synagogue. Ce que je me souviens, c'est bête, c'est que
durant les prières pour les morts, on nous faisait sortir, donc les enfants jouaient en bas dans le lobby, alors que les autres priaient à l'intérieur. Je sais que les femmes étaient séparées des hommes. En haut? Comme Les femmes étaient en haut, oui. Votre famille avait une place où vous êtes assis toujours ou non? Mon père peut-être, ma mère, probablement. Oui, je crois qu'ils achetaient chacun leur place. Est-ce que vous avez reçu une éducation quelconque juive avant la guerre? Oui, on m'envoyait dans un centre communautaire qui n'était pas particulièrement religieux, mais qui donnait des études juives. Quelles études vous vous souvenez? Et- Quelles études vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous avez On étudié? a appris probablement à écrire le yiddish, des choses comme ça, ou sur l'histoire, mais depuis, il y a tellement de choses qui se sont passées que ça ne s'est pas. Si vous repensez à votre vie avant la guerre, quel est votre souvenir préféré? Ou un souvenir marquant avant la guerre? Je dirais probablement que j'ai beaucoup joué, mais j'avais pas beaucoup de jouets. J'avais beaucoup d'imagination. Il y avait les vacances peut-être, mais c'était aussi, il y avait des mélanges de souvenirs, des bons et des mauvais. Alors, La guerre commence en 1939. Septembre 1939, la guerre commence. Qu'est-ce qui se passe avec votre famille? Et quand est-ce que... Comment la vie change? Je me souviens un peu de l'exode où je suis partie avec ma mère et mon frère aîné Où est-ce que vous êtes parti? Où est-ce que vous êtes allé? à Montoire. C'est là où je crois que Chamberlain et Hitler ont signé leur accord d'armistice. Hitler et Pétain ont fait Pétain, un poignée de main, là. hein? Hitler et Pétain ont fait un poignée de main à Montoire. Oui, mais je crois que c'est pas Pétain qui a signé. Je crois que c'était... Non, c'est une poignée de main que j'ai trouvée. Enfin, c'était un événement historique, mais à l'époque, moi... Vous étiez là quand Hitler était là? Oui, Comment vous savez? Est-ce qu'il y avait des nouvelles de ce qui se passait? sûrement que ça a dû être propagé. Ce qu'on faisait, on jouait avec les enfants, on allait dans les champs, on mangeait des pommes vertes qui n'étaient pas mûres. Comment est-ce que vous êtes allé de Paris à Montoire? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre trajet? J'ai des souvenirs vagues, un peu en train, je ne sais pas comment autrement. Et vous habitiez chez qui? Où est-ce que vous habitiez là-bas? C'était quelqu'un qui avait des grands vergers, une très belle maison, et nous, on avait juste une chambre pour tous les trois. Et qu'est-ce que vous faisiez là toute la journée? Comme je dis, je jouais avec les enfants Et des autres. J'ai mes amis de la même rue Charlot qu'on avait à Paris, on les avait là-bas à Montoire. Ils sont partis avec vous ou On s'est retrouvés là-bas, ou je ne sais pas. Les détails, moi, sont partis. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait elle? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des souvenirs de comment vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé? S'il y avait des tickets de rationnement déjà à cette époque-là? Oui, je me souviens qu'une fois, les propriétaires m'ont dit que j'avais volé parce que j'avais pris quelques raisins qui étaient sur une vigne près de la porte. Moi, je les ai vus, j'en ai pris. Vous mangiez avec eux, avec les propriétaires?
Bah, où est-ce que vous mangez? Hein? Où est-ce que vous mangez? Oh, sûrement dans la chambre, où il y avait aussi comme une salle à manger communautaire pour les réfugiés. Et c'est qui faisait, qui donnait la nourriture, qui donnait les repas? Vous pensez que ça c'était dans mes intérêts? Moi, que je mangeais ou je mangeais pas, pour moi c'était... Votre mère, est-ce qu'elle avait le droit d'utiliser la cuisine chez les propriétaires? Non. Non. Ah, vous avez vraiment juste la chambre. D'après ce que je me souviens, je ne pourrais pas jurer. Est-ce que vous avez vu des soldats à Montoire? Est-ce que vous avez vu des soldats de l'armée à Montoire? Je ne me souviens pas. OK, pas de problème. Je demande. Et si vous ne vous souvenez pas, vous ne vous souvenez pas. Et après, où est-ce que vous êtes allé après? On est retourné à Paris. Et votre père, il était où? Parce que vous avez dit que vous êtes Il allé était avec... à Paris, au magasin. Ah, OK. Alors, il restait au magasin et vous partiez. Mhm. Et après, vous retournez à Paris et... Et après, il y avait la guerre, on a dû se déclarer comme juifs. Et comme ils étaient lituaniens et que la Lituanie faisait partie en principe de la Russie et que la Russie avait un accord avec l'Allemagne, ils devaient aller au commissariat toutes les semaines signer, alors que les Polonais ou les autres se faisaient rafler et amener à Drancy. Mais quand il y a eu l'interruption de leur accord, c'est là qu'on est devenus les cibles pour les nazis. Mais vous m'avez dit, qu'on a parlé avant, que vous êtes parti à Auvergne. Oui. Alors, parlez-moi de ça, parce que c'était pas trop clair pour moi ce que vous faisiez là. Ben ça, c'était sans ma mère. Oui. C'était juste les enfants. Moi, j'étais... je me souviens même plus du nom, dans un endroit avec des scouts israéliens, des scouts juifs israéliens. Mon frère était dans un autre. Et là, on vivait comme des scouts, mais à l'intérieur, pas dans des tentes. Est-ce que c'était comme des vacances ou est-ce que Un c'était... genre de colonie, mais c'était même durant l'année. Même durant l'année. Et qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce qu'il y avait quelles activités est-ce qu'ils organisaient? Oui. Il y avait toutes sortes d'activités, aussi bien éducatives que pour faire des jeux et toutes sortes de choses. Quand vous dites scout, est-ce que c'était plutôt sioniste? Est-ce que c'était des sionistes? Ou est-ce que c'était vraiment des scouts juifs? J'imagine. C'était des scouts israélites. Je ne sais pas s'ils étaient affiliés particulièrement à... Comment vous êtes allé là-bas? En train. Et vos parents? Je ne sais pas, sûrement les moniteurs, parce que je me souviens que j'étais si petite qu'on me mettait toujours en haut sur le porte-bagages. Et c'est là que j'étais la plupart du temps, quand j'étais dans le train. Vous dites que vous habitiez comme dans un bâtiment. C'est ça? Vous habitiez dans un bâtiment? Oui. Vous pouvez décrire quand même l'hébergement? Je me souviens la salle à manger, mais autrement, je ne me souviens pas vraiment des détails. Est-ce que c'était un dortoir? Oui, probablement. Combien d'enfants étaient là-bas? Je ne sais pas. Ben, des dizaines, des centaines? Est-ce que c'était un grand camp? Je ne sais pas, parce qu'il y avait des groupes pour les scouts. Il y avait les ailes qui étaient les petites. Et puis après, il y avait les autres, je ne sais pas, peut-être je ne sais pas combien. Et vous parliez tous en français ou est-ce qu'il y avait une éducation en français, mais il y avait des aides qui parlaient espagnol. Ça, je me souviens qu'on apprenait certains mots espagnols par les aides. Est-ce qu'il y avait comme une éducation à l'hébreu, par exemple? Hébreu, est-ce que vous étudiez l'hébreu, par exemple? Non. Et vous restiez combien de temps là-bas, à peu près? Probablement plusieurs mois. Des mois. Je me souviens que mon frère aîné avait eu ce qu'on appelle un ver solitaire.
C'est un ver qui est dans l'estomac et qui grandit et qui continuellement vous fait manger. Et il était aussi revenu à Paris pour se faire opérer de l'appendicite. Mais Est-ce que vous étiez en contact avec vos parents? Est-ce que vos parents visitaient? oh non, ils ne visitaient pas. Est-ce que vous parliez, vous écriviez? Est-ce qu'il y avait est-ce que vous avez des nouvelles? Il n'y avait certainement pas le téléphone. Et non, probablement qu'on s'écrivait, mais... Vous n'avez pas de souvenirs. Et après, vous revenez d'Auvergne, et alors, qu'est-ce qui se passe? En France. Après, quand les Allemands sont arrivés, c'est là que tout a changé. Quand on a dû donner les radios, aller les rendre au commissariat, mes parents allaient signer toutes les semaines pour dire qu'ils étaient toujours là. Entre-temps, ma tante a déménagé dans la zone libre à Villeurbanne. Et moi, après avoir été en pension quelques semaines, quelqu'un du maquis est venu me chercher, m'a amené avec mon frère aîné dans la zone libre. Mais vous allez trop vite. Vous étiez à Paris, alors il y avait les radios qu'on devait donner. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous deviez donner au commissariat dans vos souvenirs? Mais j'étais à Paris quand il y a eu la grande rafle du 16 juillet. J'ai vu les enfants être déportés, j'ai vu des parents être déportés, j'ai vu les soldats à Paris, j'étais dans le métro, dans le dernier wagon. Quand mon frère aîné, j'ai été manger chez ma tante à midi. Alors j'arrive et le métro arrive. D'habitude, on vous laisse passer. Et l'homme qui poinçonnait les tickets m'a vu que je portais une étoile. Il m'a dit, vous n'allez pas y arriver, c'est mieux d'attendre et de prendre le prochain. Mais je veux dire, on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures le soir. J'avais une petite fille qui était non-juive, qui habitait en face, qui voulait jouer avec moi. J'ai dit, je ne peux pas aller dans la rue, mais si tu veux venir dans ma cour, tu peux descendre, enfin des choses comme ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est intéressant. Racontez-moi des choses. C'est intéressant ce que vous racontez, mais vous pouvez raconter plus en détail. Ce sont exactement les détails qui sont intéressants. Pour moi, les détails, c'est les grandes choses qui m'ont traumatisée, qui sont restées avec moi. Tous les détails ont disparu. Non, parce que vous m'avez raconté quand même des détails. Oui, mais enfin, je veux dire, je ne m'attachais pas à beaucoup de choses. C'est les... Quand vous deviez mettre l'étoile jaune, oui. Comment est-ce que vous vous sentiez? Quelles étaient vos émotions quand vous l'avez mis pour la première fois? Moi, personnellement, je ne sais pas si ça m'a fait tellement d'effet, mais j'ai vu que ma tante l'avait porté, qu'il y avait un voisin catholique qui s'est approché d'elle et qui lui a serré la main en disant qu'il comprenait que ça ne devait pas être fait ou quelque chose comme ça. Alors ça m'avait frappée. Mais le reste, je veux dire, je me souviens une fois rentrée à pied, un petit enfant italien qui parlait même en zozotant m'a dit « sale juive », mais enfin, bon, je ne sais pas, on était tellement habitués à avoir toutes sortes de problèmes. Comment c'était à l'école une fois que vous deviez mettre l'étoile jaune? J'ai pas de souvenir d'enfants qui m'ont maltraité ou mal parlé. Ce qui me frappait, c'est tous les jours les enfants qui manquaient, qui disparaissaient, qui avaient été pris dans une rafle. Et les enseignants? Comme je dis, la maîtresse que j'avais était extrêmement... Elle avait une réputation d'être très sévère et avec moi, elle avait été tout ce qu'il y a de plus gentil. Mais j'y suis restée très peu de temps à l'école après. Comment est-ce que la famille a procuré de la nourriture une fois qu'il y avait des tickets de rationnement? On avait des tickets de rationnement, on avait un livret, c'était tamponné juif. Je sais qu'il y avait
en face de chez nous, un peu plus vers la gauche, au dernier étage, il y avait une dame qui travaillait à la mairie. Et souvent, quand mon petit frère était à la fenêtre, elle lui faisait des choses. Mais quand nous on regardait, elle se retirait. Et je sais que quelquefois, c'est elle qui a apporté les tickets à maman. Mais autrement, par exemple, moi, je faisais les commissions de ce qu'on ne vendait pas dans le magasin, comme le lait ou le pain ou d'autres choses. Il fallait que j'aille entre 11h et midi ou 3h et 4h. Et des fois, il y avait la queue, des fois, il y en avait encore, des fois, il n'y en avait plus. Mais enfin... Vous allez où pour acheter le pain et le lait? Le lait, c'était dans la rue du Petit Thouars, pas loin de chez moi, où il y avait comme une chaîne de magasins. On allait avec un pot au lait, elle nous remplissait le lait. Alors si moi j'avais une carte pour mon petit frère en tant que bébé, il avait droit un peu plus. Moi en tant que J1 une certaine quantité, mon frère en J2 ou quoi, un peu plus ou un peu moins, enfin. Yeah. Vous parlez de la rafle de Verdi, que vous avez été témoin. Est-ce que vous pourriez décrire cette journée-là, vos souvenirs de cette journée? Ben, j'étais à Paris, mais je ne l'ai pas vue physiquement. Je n'ai pas été au cirque d'hiver pour voir où c'était, mais c'était quelque chose où tout le monde en parlait, où on a su que tout le monde était arrêté et que tout le monde était à l'intérieur de ce cirque et tout ce qui se passait. C'était quelque chose d'épouvantable. Et comment ça arrive que vous n'étiez pas, ou vos parents n'étaient pas raflés? Ben, c'est que je vous ai expliqué parce que nous, on était lituaniens, on était dans une classe, comment dirais-je, privilégiée pour les quelques mois où l'accord entre la Russie et l'Allemagne était en effet. Donc on était presque sous leur protection, mais il fallait quand même signer toutes les semaines en tant que juif, mais on n'a pas fait partie de cette rafle. C'est pour ça que le mois de septembre, il y a eu la rafle pour tous les pays, Lettonie, Estonie et Lituanie. C'était différent. C'était à l'époque notre seul... Et c'est alors là, en septembre, que votre père a été pris. Que mon père a été pris. En septembre, oui. Décrivez-moi ce jour-là, parce que je crois que ça, c'était un traumatisme pour vous. La veille, parce que souvent, avant les rafles, il y avait des rumeurs. Et comme les rumeurs viennent, on ne sait jamais comment, et ça va de bouche en bouche, et on disait, il va y avoir une rafle. Alors, il y a des gens qui se cachaient, ou qui ne restaient pas dans leur appartement. La veille où on a pris mon père, c'était Rosh Hashanah, je crois que le lundi où on l'a déporté, où on est venu le chercher, c'était le dernier jour de Rosh Hashanah, quelque chose comme ça, en 42. Et alors le matin, très tôt, on a frappé à la porte. Et moi, j'ai entendu du bruit. Et j'étais la seule, apparemment, dans l'appartement à l'avoir entendu. J'ai été dans la chambre de mes parents, et j'ai dit, on a frappé à la porte. Est-ce que c'est... Alors ils m'ont dit, tu es probablement nerveuse parce qu'on a dit qu'il allait y avoir une rafle, et il y avait la pluie et l'orage la nuit, c'était probablement ce bruit-là. Mais la police et la personne civile sont descendus et sont allés voir le concierge. Et ils ont demandé, les libertalistes ne sont pas chez eux, ils n'ont pas le droit de sortir après 8 heures. Elle dit que je sache, ils sont chez eux. Ils n'ont probablement pas entendu. Alors ils sont remontés, ils ont frappé encore plus fort. Et cette fois-ci, comme j'avais prévenu mes parents, au lieu de ne pas répondre, ils ont ouvert la porte. Et ces deux personnes-là sont rentrées. Et mon père est allé de sa chambre dans la chambre de débarras. Mais au lieu de même là-bas se mettre par terre ou de se cacher ou de se couvrir avec quelque chose, il est resté debout près de la porte à écouter. Et
le policier, le truc, ont demandé où est-ce qu'on est. Alors ma mère a dit, on est là. Mon mari n'est pas là, il n'est pas rentré. Mais ils ont commencé à faire le tour de l'appartement et le policier est arrivé dans la chambre et il était pour ouvrir la porte. Et ma mère, qui était dans son 9e mois et qui portait tout en avant, s'est mise devant la porte et a dit au policier, « Vous savez, vous êtes venu nous chercher, mais est-ce que vous êtes obligé de nous trouver ?» Mais il a ouvert la porte et mon père était là. Et ils l'ont sorti, ils l'ont arrêté. À ce moment-là, mon frère aîné et moi, on était nés à Paris, on était supposés être français, enfin on était français naturalisés, mais je ne sais pas, en France, avec leurs lois, des fois on est français, des fois on ne l'est pas. En tous les cas, on est resté avec ma mère. Et ils ont dit, préparez une valise, prenez des choses très chaudes. Mon père avait ce qu'on appelait une canadienne, qui était une veste en cuir avec fourré très chaud qu'il a mis, d'autres choses. Ils ont demandé comme une gamelle, une assiette, fourchette en aluminium. On n'avait pas ça. Je suis sortie, j'ai couru chez un marchand de couleurs, j'ai acheté ça, je suis revenue. Et après, tous les 4, on est allés au commissariat de police accompagner mon père. Et on est resté là jusqu'à ce qu'ils le mettent dans un autobus qui partait pour Drancy, où il a retrouvé, disons, des voisins qui étaient d'en face, qui étaient lettoniens ou quelque chose comme ça, ou autre chose. Et quand on est retourné chez nous, ma mère, dans la rue, a poussé un cri qui ressemble à un animal blessé que j'entends encore aujourd'hui. Et après ça, c'est comme je vous ai raconté, un mois plus tard, mon frère est né. On a tous été cachés dans des endroits différents. Ma mère à Paris, dans une chambre que ma tante, la sœur de mon père, avait louée dans un des immeubles où elle habitait. Moi à Lyon, mon frère ailleurs, enfin bref. Pourquoi ils n'ont pas pris votre mère? Parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Ils ont attendu qu'elle ait un enfant de 2 ans pour venir le chercher. Mais entre-temps, elle savait qu'on allait venir pour un enfant de 2 ans. Elle l'a mis en nourrice. Elle a continué à ouvrir le magasin qui était sous la gérance d'un autre Français qui avait une autre épicerie dans un autre quartier. Et c'est à ce moment-là, comme j'ai dit, que moi j'étais en pension, et après à Villeurbanne, et après dans une ferme, et après ailleurs. On va en venir, mais oui. Je voulais vous demander... J'en ai assez déjà. Comment, parce que vous avez raconté que votre mère, quand elle a donné naissance, elle est allée à l'hôpital, Oui. et que vous étiez tout seul. Oui, avec mon frère dans l'appartement. Et on allait à l'école. Et qui est-ce qui s'occupait de vous? Nous, comme j'ai dit, nous, qui pouvait s'occuper de nous? Et vous avez quoi? Quoi? Qui? Vous avez eu 9 ans. Hein? 11 ans. 11 ans, oui. Et votre... À 11 ans, on était beaucoup plus avancés que les enfants aujourd'hui. Vous avez fait les courses, vous avez fait la cuisine. Comment est-ce que vous vous êtes... On a fait, je ne me rappelle pas, pour moi, ce n'était pas important. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes allé voir votre mère à l'hôpital? J'avais pas le droit. Les enfants n'étaient pas permis. Je ne suis pas sûre si j'y étais une fois en me cachant. Je ne pourrais pas jurer, alors... Et une fois que votre mère est rentrée, vous m'avez dit que vous avez beaucoup de tâches comme fille. Quelles étaient vos tâches, vos responsabilités? Je l'aidais avec mon frère, j'aidais avec tout ce que je pouvais, quoi. Déjà avant, je faisais les courses et les choses, mais... C'était pas parce qu'on me disait de faire. Je faisais de moi-même ce que je pensais que je pouvais faire. Je sais que, par exemple, une fois, on a donné une rumeur qu'il allait y avoir une rafle.
Et cette même concierge qui a dit, ils sont là-haut, remontés, ils n'ont pas dû entendre. On est allé se cacher à part la loge, elle avait un appartement dans un autre escalier au 2e étage. Alors mon frère aîné et moi, on est allé se cacher là. Ma mère et mon petit frère sont allés chez la femme de ménage, un autre étage qui était dans... Et la pauvre femme, son mari était balayeur de rue, elle avait pas beaucoup... Elle avait un tout petit appartement, mais elle a quand même caché ma mère et mon frère, mais ils avaient peur que lui pleure durant la nuit pour ne pas réveiller des voisins qui, eux, pourraient peut-être nous dénoncer. Alors c'est compliqué. Et comme je mouillais mon lit, toute la nuit que j'ai passée chez la concierge, je suis restée assise sur la toilette. Parce qu'elle avait une toilette. Et c'est après la naissance de votre petit frère que vous êtes parti à Nogent-sur-Marne? Que je suis partie dans la pension quelques semaines, me cacher. Et de là, quand je suis revenue à Paris, quand on a fait les arrangements, je ne sais pas comment ma mère a fait, mais elle a les arrangements pour que cette personne qui travaillait dans le maquis, une jeune femme, peut-être elle avait 18 ans, elle a pris mon frère et moi et on a passé la ligne de démarcation et on est arrivé chez ma tante. Mais au pensionnat, c'est qui a arrangé le pensionnat pour vous? C'est aussi ma mère, par des amis, par des voisins ou par des clients qui connaissaient le directeur de la pension, qui acceptait des enfants juifs pour les cacher. Parce que mon frère est allé dans une pension pour garçons et moi je suis allée dans une pension pour filles. Moi c'était à Nogent-sur-Marne et lui c'était pas loin. Comment était votre vie au pensionnat? Comment était votre vie au pensionnat? C'est pas drôle, mais bon. Est-ce que les autres enfants savaient que vous étiez juive? Non, les autres enfants ne savaient pas. Nous, on savait probablement quand il y en avait un autre. Est-ce que vous avez eu comme une fausse carte d'identité ou un faux nom au pensionnat? Non. Je ne me rappelle pas d'avoir eu un faux nom. Et vous alliez à l'école là-bas? Ben, c'était l'école. Le pensionnat était l'école et il y avait une salle à manger, il y avait un dortoir et on faisait les prières catholiques. Vous aussi, vous faisiez les prières catholiques? Ah ben, si on ne voulait pas que les autres enfants, alors au début on ne les connaissait pas, maintenant je me rappelle encore. Vous alliez à l'église aussi les dimanches? Vous alliez à l'église les dimanches? Non. Et alors, qui savait que vous êtes juive là-bas? Est-ce qu'il y avait des enseignants qui savaient ou le directeur? Ça, j'ignore. Je ne suis pas restée tellement longtemps là. Des semaines ou des mois, vous restiez? Plusieurs semaines, peut-être 2 mois, je ne sais pas. Et après, vous êtes revenu à Paris encore une fois? Ben, je suis revenue à Paris pour partir en zone libre. Et entre-temps, votre mère était encore à la maison avec Bernard? Oui, et moi je venais le dimanche des fois, passer la journée à Paris. Et je retournais au pensionnat. Et votre mère gérait le magasin? Oui. Ben, est-ce que vous avez dit qu'il y avait un gérant? Comment est-ce qu'elle a Je dois dire que le gérant était assez gentil. Il lui laissait faire ce qu'elle voulait. Je ne pense pas qu'elle faisait des grosses affaires. Mais elle faisait quand même assez pour vivre. Elle avait au moins de la nourriture dans le magasin. Est-ce que vous avez eu d'autres situations dangereuses où vous étiez en danger d'être découvert ou raflé, que vous souvenez? C'est-à-dire que quand on était en zone libre, il fallait quand même faire attention, on avait peur. Je n'ai pas été à l'école. Comme je vous ai expliqué, on vivait dans une boutique. Oui, ça, je voulais vous demander, c'était la boutique de qui? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vivre dans une boutique? Je ne sais pas comment ma tante l'a trouvé, mais c'est ce qu'ils ont trouvé où vivre. Alors, c'était une boutique qui était fermée. Alors, on ne voyait jamais le jour, parce que les volets étaient devant la rue. Et on vivait à l'intérieur. Et à l'extérieur, pour sortir, il y avait la cour, comme j'ai dit, avec l'eau et la pompe.
Et on vivait dans cette pièce. Et alors souvent, comme ma tante ne voulait pas qu'on reste à l'intérieur dans le noir, elle nous disait allez jouer dehors dans la rue. On jouait dehors dans la rue et il y avait une femme, il y avait beaucoup, c'était pas un quartier très riche, il y avait beaucoup d'Italiens, d'autres, et ils vendaient soit des bonbons, soit des choses comme ça. Il y avait une dame qui vendait des bonbons et elle prenait les enfants pour envelopper les bonbons et faire des paquets. Et naturellement, les enfants accouraient pour faire ça parce qu'on pouvait en profiter. Et ma tante ne voulait pas qu'on aille là-bas parce qu'elle voulait qu'on soit dehors. Mais bon, on faisait ça. Qui habitait là? Et c'était votre tante? Ma tante, mon oncle, ma cousine, et quand mon cousin est né, mon cousin. Et vous? Et vous, où était votre frère entre-temps? Ma mère? Non, votre frère, Henri. Ben, il était avec nous un moment, puis après, il est allé dans un collège à Belay, qui est pas loin d'Isieux. Vous connaissez la maison d'Isieux? Bon, il y est allé pendant les vacances de Noël. À Isieux. À Isieux. Mais il n'y est pas retourné à Pâques. Et c'est là qu'il est revenu à Villeurbanne pour les vacances de Pâques et qu'ils sont tous arrêtés, les enfants d'Isieux. Et votre mère et Bernard, ils étaient où pendant que vous étiez Alors, dans la ma mère Zambie? était cachée à Paris et Bernard était caché chez une nourrice après qu'il a eu 2 ans. Une nourrice non juive, j'imagine. Une nourrice non juive, une française. Une nourrice française, j'imagine. Qui, ma mère? Non, Bernard, il était chez une nourrice française, non juive. Il était français? Non, la nourrice La était nourrice. française. Oui, oui, oui. Vous avez dit que vous avez passé la ligne de démarcation avec une jeune fille de Maki. Est-ce que vous pourriez me décrire ce voyage? Je me rappelle seulement que je portais un baigneur et qu'on m'a dit au moment de passer la ligne, quand ils vont venir prendre les papiers, soit de dormir, mais dans tous les cas de rien dire et de rester sage. Alors évidemment, on a dû avoir un peu peur au moment où c'est passé, mais ça s'est passé. Vous avez pris le train Oui, de Paris? oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de la gare où vous avez pris le train? Parce que c'était pas si facile de prendre C'était un train à probablement Paris. la gare de Lyon, puisqu'on est allé à Lyon. Mais vous n'avez pas de souvenir de devoir passer des policiers, des soldats à la gare? Juste à la ligne de démarcation. Et après, vous êtes arrivé à Lyon Oui, à Villeurbanne, qui est la banlieue de Lyon. et vous étiez chez Ma tante. Oda, votre Oui. tante. Oui. Et pourquoi vous deviez partir de là, vous et votre tante? Quand j'étais dans la ferme, j'étais avec sa fille aussi. Non, mais pourquoi vous deviez partir de Lyon pour aller habiter dans cette boutique? Je suis partie pour aller en zone libre. Non, mais eux, quand vous êtes arrivé chez eux, ils habitaient déjà Oui. là, mais pas dans la boutique, non? Dans la boutique. Ils étaient déjà dans la boutique. Oh oui. OK, je comprends. Oui, ils étaient dans la boutique, bien sûr. Dans la boutique, comment c'était meublé pour accommoder une famille? Il y avait un grand lit où on dormait tous ensemble, excepté ma cousine qui était petite, qui avait un lit de bébé ou de je sais pas quoi, de petite fille. Et pour manger ou pour faire la cuisine, qu'est-ce que vous Il y avait avez une fait? cuisine en arrière. Il n'y avait pas grand-chose pour faire la cuisine de toute façon, mais il y avait des voisins qui étaient des Italiens, qui, comme d'habitude, ont des jardins où ils plantent eux-mêmes leurs légumes. Et ces gens-là étaient très généreux. Ils nous aidaient. Il n'y avait personne, il n'y avait pas le danger d'être dénoncé par des Français ou par des Italiens, par les voisins? S'ils pouvaient, Il n'y avait pas de danger d'être dénoncé aux autorités par les voisins? il y en avait toujours, mais ceux-là, ils ont été... Je ne sais pas s'ils savaient qu'on était juifs ou qu'est-ce qu'ils savaient ou qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, mais toujours est-il qu'ils étaient très gentils.
Je me souviens, la dame avait 4 ou 5 enfants. Elle aidait ma tante, elle lui montrait, j'avais à un moment donné des poux, ça je ne vous ai pas raconté non plus, quand on avait des poux à la pension, quand on n'en avait pas, qu'on était en file indienne et on passait, on vous mettait du flitex sur la tête. Vous savez ce qu'on prend pour les puces ou les punaises? C'est comme un tuyau avec une pompe et il sort un produit et on le... Alors on était en file indienne et on passait ça sur la tête. J'ai eu la gale, j'ai eu des engelures, j'ai eu... Il y a toutes sortes de trucs. Quand vous étiez dans la boutique avec votre tante, c'est qui et comment est-ce qu'ils ont eu de la nourriture? Comment est-ce qu'ils ont acheté de la nourriture et où? Ben, ma tante allait en acheter ce qu'elle pouvait trouver. Quand mon cousin est né, son lait n'était pas bon, il fallait du lait en boîte. Alors tous les jours, j'allais de pharmacie en pharmacie jusqu'à ce que je trouve une boîte, qu'on me vende une boîte de lait condensé et je la rapportais chez eux. Et après ça, le lendemain, je recommençais. Est-ce que vous ne portiez pas l'étoile jaune à ce moment-là? Et eux non plus? Non. C'est pour ça qu'on était en zone libre, soi-disant. C'est soi-disant, parce que les Allemands étaient là aussi, oui. Oui, mais c'était pas... À Paris, on s'était enregistrés comme juifs. Et ils avaient des listes, oui. Ils savaient tous qui habitait où et quoi. Là-bas, ils n'avaient pas. Ils ne savaient pas qui habitait dans cette boutique, ou que la boutique était habitée. Elle paraissait inhabitée. Sauf que les voisins savaient. Oui, il n'y avait pas beaucoup de voisins. Est-ce que vous vous souvenez des situations dangereuses là? Des situations dangereuses là à Villeurbanne? Ben, il y a eu quelquefois des policiers qui sont venus faire comme une descente. Et je sais que ma tante se levait tout de suite, elle mettait un thermomètre, je ne sais pas quoi. Et elle disait que ma cousine c'était un bébé, qu'elle était malade, qu'il ne fallait pas faire de bruit, enfin. Et mon oncle se cachait dans la cave à ce moment-là, mais on y a échappé. Est-ce que vous deviez vous cacher? Est-ce qu'il y avait des moments quand vous deviez vous cacher, vous et votre cousine? Je ne me rappelle pas. Comment est-ce que c'était quand même un magasin, une boutique? Comment est-ce que vous laviez? Il y avait une salle de bain? Non, il n'y avait J'imagine pas que de non. salle de bain. Bien sûr que non. Alors, comment est-ce que vous laviez? Ben, avec de l'eau et un gant de toilette. Non. Mais vous sortiez pas là, il n'y avait pas un bain, Ben, de toute façon, on n'y aurait pas été. OK. Et après, vous êtes parti à la ferme avec Oui. votre cousine ou cousin? Ma cousine, Cousine. Elle s'appelle comment? Liliane. Liliane. Pourquoi est-ce que vous êtes parti à la ferme? Parce que probablement ça devenait encore plus dangereux à Villeurbanne. Il a dû y avoir, comment il s'appelait, Barbie, Klaus Barbie, et tout ça, et qu'il y avait déjà eu de plus en plus de gens qui ont été arrêtés là-bas. Alors on est allé là-bas, comme d'habitude, avec les connaissances à droite, à gauche. On entend celui-là va vous recevoir, celui-là va vous... Comment est-ce que vous êtes allé à la ferme? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, je me rappelle avoir été en train et quelqu'un est venu nous chercher, nous amener en bicyclette jusqu'à la ferme. Qui habitait à la ferme? Qui étaient vos... 2 femmes et une fille, je ne me rappelle pas d'homme là-bas. Et on m'avait dit de garder les vaches. Je n'ai pas été à l'école. Vous n'étiez pas à l'école, non, non. Est-ce qu'elles savaient, ces femmes savaient que vous étiez juif? Probablement, si elles nous ont reçus. C'était tout un village qui gardait des enfants d'un peu partout, des juifs. Comment était votre hébergement? Décrivez-moi un peu la ferme. Je me rappelle la grande cour qu'il avait le lavage dehors sur un feu avec des cendres dans une grande lessiveuse.
que la fille qui habitait là-bas avait des sabots et que je voulais absolument avoir des sabots, qu'elle les avait, que le bois était bien poli, des chaussettes bien lisses, et que moi, quand j'ai finalement eu des sabots, qu'ils étaient rudes, mais ça, je me rappelle, mais pourquoi, j'en sais rien. Et les vaches, où est-ce que vous deviez aller avec les vaches? Dans le champ. J'avais peur des vaches. J'avais jamais été près des vaches. Et elles sont grandes. Hein? Elles étaient grosses et grandes, mais elles ne faisaient pas de mal. Et c'était pas une ferme, c'était un village il y avait des voisins. Il y avait d'autres fermes. Les autres, je ne les connaissais pas. Est-ce que là aussi, vous aviez votre nom ou est-ce que vous aviez un faux nom? Je pense que je devais avoir mon nom. Mais à part mon prénom, je ne pense pas qu'on m'appelait beaucoup. Est-ce que vous deviez aller à l'église avec elle? Non. Non? J'ai jamais été à l'église. Alors, ça ne faisait pas partie de votre... Non, ça fait pas partie de mon... cachée. À part les prières dans la pension, j'ai jamais eu à aller à l'église. Et tous les jours, le quotidien, c'était comment à la ferme? Votre quotidien, c'était comment à la ferme? Vous vous souvenez à quelle heure vous devez se lever? Vous levez... Manger, aller regarder les vaches. Je me rappelle quand les Américains sont venus et qu'on est allé les voir et qu'ils nous ont donné des chewing-gums et des choses comme ça. Mais le quotidien, je ne me rappelle pas. Vous avez vu, à part les Américains, est-ce que vous avez vu des soldats d'autres armées ou quelque chose de la guerre qui se passait? Est-ce qu'il y avait un sens de la guerre dans ce petit village? Non? Non, je ne me rappelle pas. Et alors, vous êtes là le moment que les Américains arrivent. Oui. Vous pouvez décrire cette journée-là? Comme je dis, que je les voyais passer, qui distribuaient des chewing-gums, des bonbons, des chocolats, des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années. Quand vous étiez à la ferme, est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre tante, de votre mère, de vos frères? Je ne pense pas. Et après que les Américains... Après, c'est très flou. Je ne me rappelle pas comment je suis rentrée à Villeurbanne, ni comment je suis rentrée en France. C'est quelque chose qui me travaille, mais je ne m'en rappelle pas. Il y a un trou quelque part. Mais vous êtes retournée à Lyon d'abord, chez... Ah oui, ah oui. Et votre tante, ils sont retournés à Paris aussi avec vous? Plus tard. Plus tard. Oui. Parce qu'ils n'avaient plus d'appartement, on leur avait pris leur appartement. Nous, on nous avait tout pris dans l'appartement, mais on avait laissé l'appartement vide. Alors, quand ils sont revenus en France, à Paris, ils sont restés chez nous jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit logement. Est-ce que vous vous souvenez vers quel mois ou quelle saison vous êtes retourné à Paris? Est-ce qu'il faisait chaud? Est-ce que c'était l'été, l'automne, le printemps? Vos vêtements, comment vous étiez vêtus? S'il faisait froid, chaud? Je pense que vu que j'ai recommencé l'école en 1945, j'ai dû rentrer peut-être à l'automne ou entre le printemps et l'automne après que ça a été libéré. Mais la date exacte, quoi, je ne me rappelle pas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Une fois que vous êtes rentré, votre mère était déjà là, oui. Bernard était là, oui. Et Henri aussi? Non, Henri est rentré avec moi, puisqu'il était... Après qu'il y a eu la rafle à Isieux, il a dû partir du collège parce que le directeur du collège ne pouvait plus garder les enfants juifs, il avait peur qu'on les dénonce. Donc mon frère est devenu berger chez un fermier. Et après, à la fin de la guerre, il est rentré à Lyon comme moi. Et là, on est rentré, je ne sais pas s'il est rentré avec moi ou séparément, je ne me rappelle pas. Mais on est rentrés tous les deux à Paris avant ma tante et mon oncle qui sont rentrés après avec leurs enfants. Quand vous êtes retourné à Paris, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez dit que l'appartement était vide. Oui, alors ma mère avait un lit
qu'elle avait acheté sûrement en seconde main ou quoi. Un petit lit pour lui. Et nous, je ne sais pas sur quoi on dormait, sur un genre de... Et le magasin? Le magasin était là. Et là, on recommençait à vendre. Et j'ai travaillé dans ce magasin bien avant l'âge. Comment est-ce que vous saviez ce qui est arrivé avec votre père? Parce que là, on laissait l'histoire de votre père quand il est parti à Drancy. Elle est partie, mon quand père... votre père est parti à Drancy en septembre 1942, Oui. comment et quand est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé avec lui? Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles? Juste là, après la guerre. Tous les soirs, je priais que mon père soit en bonne santé, que le travail soit pas trop dur, qu'il revienne après la guerre. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Je pensais, comme ils disaient tous, qu'ils partaient travailler dans des camps de travail. Et il y en a qui disaient qu'ils retournaient dans les pays d'origine, d'où ils étaient. Alors je pensais qu'il avait été travailler en Lituanie. Je ne savais même pas qu'il existait à Auschwitz. Je savais seulement qu'il existait Drancy et les autres camps qui étaient à Paris. Mais je ne savais pas les camps en Pologne et les camps dans les autres villes. Et leur nom, je n'étais pas au courant. Et comment vous avez appris alors tout ça? Ben après la guerre. Parce qu'après la guerre, on est allé à l'hôtel Lutetia à Paris tous les jours pour voir les revenants. Mais bien sûr, il n'est jamais revenu. Et après, jusqu'à ce qu'on ait des papiers pour nous dire qu'il avait disparu et qu'ils n'avaient pas de date. Et éventuellement, ils ont dit qu'il était mort le 21 septembre. Quand est-ce que vous avez eu les papiers qu'il a disparu? Bon, ça a pris du temps. Je ne me rappelle pas exactement. Vous savez, toutes les dates, pour moi, c'est tout mélangé. Et alors, la vie recommence. Comment est-ce que la vie recommence quand vous êtes revenu à Paris? Comment la vie a recommencé pour votre famille Ben, je suis après la retournée guerre? à l'école. J'ai aidé maman au magasin. J'ai aidé avec mon petit frère. La voisine d'en face le gardait quand elle devait aller acheter quelque chose pour le magasin. Moi, je faisais les courses. Mon frère aîné est retourné au lycée. Chacun a repris sa vie comme il pouvait. Vous êtes retourné à la même école? Une année pour avoir le certificat d'études. C'est là que j'ai eu le prix d'excellence et il y a eu la date après pas avoir été à l'école pendant 2 ans. Comment c'était ça, retourner à l'école après la guerre comme juive? Ben, c'était un plaisir, à part le fait que je parlais trop. Vos camarades de classe, est-ce qu'ils ont vous demandé ce qui s'est passé avec vous pendant la Oh, guerre? pas les du 2 ans? tout. Non? On ne parlait pas de la guerre en classe? Pas du tout. Pas que je me souvienne. Mais par contre, mon ami que... Attendez. Alors, je voulais vous demander à l'école, est-ce vous avez eu des camarades de classe juives? Est-ce qu'ils Oui, sont c'est revenus? celle que vous allez interviewer, Sonia. Non, mais je veux dire à l'école Rue Bérange. primaire. Hein? À l'école primaire où vous êtes retourné une année. Est-ce que les camarades sont revenus? Juste celle-là, Sonia. Elle était la seule qui est revenue. Ben, c'est la seule que je connaissais qui était revenue, qui était dans ma classe. Après l'école primaire, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été à l'école commerciale pour 3 ans. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? La sténo, la dactylo, la comptabilité, le secrétariat. Et après, j'ai travaillé temps partiel comme ça et temps partiel au magasin avec maman. Vous travaillez chez qui? Qui était Différentes compagnies. comme dactylo, comme secrétaire? Comme secrétaire, plutôt un travail varié. Très rarement dactylo. La vie juive, est-ce que vous avez repris comme famille les traditions juives, la synagogue, les fêtes? Oui, mais
comme je dis, avec ma mère et le magasin, les fêtes juives, c'est là où on avait beaucoup de travail et beaucoup de clients. Et quand on avait fini, on était tellement fatigués que les fêtes... Vous êtes venu ici en 56. Oui. Comment ça s'est arrivé? Tout simplement avec une amie, on a décidé de prendre nos vacances, on travaillait toutes les deux, on a décidé de prendre nos vacances et d'aller aux États-Unis. Alors je suis allée à New York pour arriver en bateau, et là j'avais une tante qui habitait à Montréal. Gita. Comment elle s'appelle? Gita, la plus jeune. Oui. Elle est venue à New York, et pendant une semaine, elle m'a... jusqu'à ce que j'accepte de venir à Montréal, et j'y suis encore. Ça, c'est en bref. Et un peu plus, plus allongé? Quand je suis restée là, la vie était différente, mais j'ai travaillé à Montréal. À l'époque, il y avait la guerre en Algérie. Et mon frère aîné devait aller en tant que soldat. Et ma mère pensait, à tort ou à raison, que si moi j'étais pas là, en ayant que son fils près d'elle, on ne l'enverrait pas en Algérie. Mais effectivement, il est allé comme soldat, mais il n'y a pas été en Algérie. Mais Henri, à cette époque-là, est-ce qu'ils habitaient encore à la maison? Il avait déjà sa propre famille. Oui, il habitait encore à la maison. Et lui, il faisait quoi après l'école? Il était avocat et après il est devenu juge. Et lui était ingénieur et après il est devenu diplomate pour le marché européen. Et moi je suis restée ce que je suis. Est-ce que vous voulez partir? Parce qu'en 56, vous avez 25 ans, oui. Vous habitiez encore avec votre mère, avec votre frère. Est-ce que vous vouliez oui, là j'habitais chez ma tante, oui. Comment? Là j'habitais chez ma tante ici à Montréal. Non, mais je veux dire, vous vouliez partir de Paris pour ne pas retourner, laisser votre frère? Non. Mon idée était de venir aux États-Unis en vacances. On voyageait à l'époque pour aller en vacances. J'avais été en Angleterre, j'avais été aux îles Baléares, en Espagne ou d'autres places qu'on essayait de voir. Mais non. Et après, les circonstances ici ont changé. Mais pourquoi votre tante voulait que vous restiez à Montréal? Probablement qu'elle voulait aider ma mère et qu'elle voulait m'aider moi et qu'elle pensait peut-être qu'ici je pourrais me marier et avoir une vie plus facile qu'en Europe. Quelles étaient vos premières impressions en arrivant ici à Montréal? Je pensais qu'ils étaient plutôt arriérés. Pourquoi ou en quel sens? Il y avait tellement d'interdictions. On ne pouvait pas porter de short, on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. Leur parler était différent, leurs habitudes. Enfin, j'étais vraiment mal... j'ai mal jugé. Et vous restiez chez votre tante? Oui. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je me marie. Et elle habitait où? Comment? Elle habitait où? En quel quartier? Rue Mont-Royal. Près de la Y, en face du Moschewskeinem et la librairie juive et du grand parc Mont-Royal. Jean Mance. Oui. Jean Mance. Fletcher's Field? Fletcher's À l'époque, ça s'appelait comme Fletcher's Field. Ce qui s'appelle, on appelle maintenant ça Jean Mance. Parc Jean Mance. C'est ça? Jean Mance. Parc Jean Mance. Parce que rue Jean Mance. Oui. OK.
Comment est-ce que vous avez trouvé du travail ici? Très facilement. D'abord, j'ai travaillé pour Morgan, qui est maintenant l'abbé. Puis après, j'ai travaillé chez un imprimeur comme secrétaire. Je corrigeais ce qu'il devait imprimer, des choses comme ça. Comment est-ce que vous avez appris l'anglais? J'avais déjà commencé en France et ici j'ai pris des cours à McGill le soir. Si vous vous rappelez de la première période, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à s'habituer ici à Montréal? Au début, la langue, tout le monde pensait, parce que j'étais française, que je comprendrais n'importe qui. Il venait dans le magasin, d'abord il disait jamais bonjour, jamais s'il vous plaît, les enfants, ils arrivaient, c'est moi qui les éduquais. Je disais, mais enfin, quand tu rentres quelque part, tu dis pas bonjour madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ça? Pour eux, c'était, tout ça, ça m'avait choqué. Mais autrement, non, j'avais jamais l'impression que j'allais rester ici. Alors c'était toujours plus curieux, mais j'ai fait beaucoup d'amis ici. Comment est-ce que vous avez rencontré vos amis? De bouche en bouche, on connaissait quelqu'un était de France, quelqu'un était d'Angleterre, ou quelqu'un était d'ailleurs, et on se retrouvait, on était en groupe, on avait des activités, et on était très bien ensemble. Quelles activités est-ce que vous faisiez avec vos amis? On écoutait quelqu'un qui parlait au congrès juif. On avait aussi, avec les Français, il y avait aussi beaucoup de choses organisées par les Français. Mais j'avais des amis anglophones d'Angleterre, des Canadiennes. Si vous regardez les amis les plus proches, est-ce qu'ils étaient aussi des immigrants? Est-ce qu'ils étaient des juifs, juifs immigrants? Comment est-ce que vous décriviez les amis les plus proches? Ceux avec qui j'avais un contact plus quotidien. Oui, mais est-ce qu'ils étaient aussi des immigrants ou... Oui, mais il y avait quand même Canadiens d'ici. J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens qui étaient dans différentes carrières. Juifs ou non juifs ou les deux? Plutôt juifs, presque tous juifs. Quelques-uns non juifs, mais très peu, très peu. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? En blind date. C'est qui vous a introduit? Des gens qui me connaissaient, des gens qui le connaissaient, ils ont fait un blind date. C'était supposé être un blind date, mais mon mari était venu au magasin de ma tante pour m'examiner avant de m'appeler. Mais pour moi, c'était un blind date. Il s'appelait comment, votre mari? Jacques Yehuda, Jacques Lorbert. Lui, il est né quand et où? Lui, il est arrivé très tôt après la guerre. Il avait des cousins à Halifax. Comme je vous ai expliqué, il a perdu 3 sœurs et un frère et ses parents le même jour. Et lui était caché sous un four. Son père lui a dit d'aller sous le four. Et il est resté toute la journée. Et le soir, quand il n'a plus entendu de bruit, il en est sorti. Et il a rejoint les partisans. Ça, c'était où, en quelle ville? Manievitch, en Ukraine. Enfin, une fois c'était l'Ukraine, une fois c'était la Pologne, c'est difficile à définir, mais c'était Manievitch. Et il est né là-bas, dans cette ville? Il est né là-bas, il est de Oui, cette ville. oui. En quelle année il est né? En quelle année il est né? Là encore, il y a les années officielles et les années non officielles. Officiellement en 1930. Non officiellement, peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans avant.
Est-ce que c'était important pour vous de se marier avec un juif? Très. Vous pouvez expliquer pourquoi? C'était d'abord pour tout ce que j'ai passé et que je l'étais, et ensuite parce que pour ma mère, c'était inconcevable de se marier avec non-juif. Est-ce que c'était important que lui aussi, il était un immigrant, qu'il a passé les mêmes expériences un peu que... Non, pas nécessairement, mais c'est tombé comme ça. Est-ce que vous sortiez avec des Juifs canadiens Oui. avant lui? Ben, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes connexions qu'européennes, mais enfin, Est-ce que la guerre était quelque chose dont vous parliez ensemble, votre mari et vous? Est-ce que c'était un... on s'est bien arrivé. Mon mari parlait beaucoup de la guerre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, très peu, très peu, très peu. Alors, lui, il racontait à vos enfants et vous, non. C'est ça? Oui, probablement. C'est pour ça que c'est très important pour mes enfants d'avoir le message actuellement. Et avec votre mère, après la guerre, après 1945, est-ce que c'était quelque chose dont vous parlez en famille avec Bernard, Henri, votre mère, de ce qui s'est Non. passé? Non, on était trop occupés à survivre, je crois. J'étais en Israël avant de venir au Canada, Juste pour une visite? en été, comme vacances, oui, avec un groupe. Quand vous vous êtes mariés, où est-ce que vous vous êtes installé avec votre mari? Sur la rue Bedford. Et puis après sur la rue Westbury, et ensuite ici. Lui, il faisait quoi, votre mari? Ici, dernièrement, Au Canada. là encore, il a fait beaucoup de choses. Disons, c'était quoi son carrière le plus long? Quand il avait des cousins à Halifax. Puis après, il est allé, je crois, à Toronto, où il a travaillé pour Tip Top Tailor à faire quelque chose sur des pantalons. Et tout le monde lui disait qu'il avait un good job, qu'il faut continuer là-dedans. Il a dit, je ne vais pas rester toute ma vie à faire des loops sur les pantalons. Il est sorti, il a commencé à regarder ce que faisaient les autres émigrants. Et il y en a beaucoup qui faisaient du peddler. Et il est devenu un peddler. Et après ça, il a ouvert un magasin de meubles. Et il a travaillé beaucoup avec des Italiens. Parce qu'après la guerre, il a passé beaucoup de temps en Italie. Et il parlait l'italien. Et des magasins de meubles, il a commencé à acheter des terrains. Et il est rentré dans le real estate et après, il est devenu entrepreneur de construction. Alors c'est pour ça, c'est quand même un parcours assez prolongé. Lui, est-ce qu'il venait d'une famille religieuse? Très, oui. Et il a gardé ça après la guerre? Il a gardé ça après la guerre? Il allait... Il a gardé ça, la religion orthodoxe, après la guerre? Beaucoup plus traditionnel que... Mais sur le tard, il est redevenu beaucoup plus. Il allait à la synagogue tous les samedis et tout ça. Mais lui encore, quand il travaillait, c'était 7 jours par semaine, 7 soirs. Alors, c'est difficile de placer toutes ces... Est-ce que vous apparteniez à une synagogue quand vous étiez jeune avec lui, comme famille? Est-ce que vous mes parents à Notre-Dame Non, je veux dire ici à Montréal. Oui. Quelle synagogue? D'abord, c'était Shomrim Laboker sur la rue Westbury. Et puis après, c'était à Shaare-Zion. Et après, c'était à Saint-Laurent. Mes petits-fils allaient parce que mon mari voulait aller là où étaient mes petits-fils, à Beth Ora.
Quand vos enfants étaient petits et adolescents, qu'est-ce que vous observiez à la maison? Toutes les fêtes traditionnelles, comme Pâques, mais pas tous les samedis. Est-ce qu'ils allaient dans une école juive, vos enfants? Ils ont été dans une maternelle juive et après ils ont été... mon fils aîné est allé, je crois, 1 an dans une école juive et ma fille 2 ou 3 ans et après ils sont allés à Saint-Georges. Mais j'avais un professeur privé qui leur enseignait l'histoire juive et ils ont tous fait leur bar mitzvah. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. C'est quoi les noms? Michel, Estelle et Steven. Et des petits-enfants? 6 petits-fils. Ils ont chacun 2 garçons. Et j'ai mon petit-fils aîné qui a une petite fille. C'est ma première grande petite fille, arrière-petite-fille. Mazel tov. Merci. Mazel tov. Qu'est-ce que je vais vous demander encore? Vous avez dit que vous ne parliez pas trop de l'Holocauste avec vos enfants, mais est-ce qu'ils demandaient des questions? Est-ce qu'ils étaient intéressés, vos enfants, à savoir plus de vos histoires? Oui, ils étaient, mais moi, je n'aimais pas en parler. Pourquoi? Je ne sais pas, il y avait différentes raisons. Même aujourd'hui, j'appréhendais avant de parler aujourd'hui, ça me dérange. Aussi parce que quand j'écoutais mon mari, j'avais l'impression que moi, ce que j'avais passé, c'était pas très grave. Et peut-être ça valait pas la peine d'en parler, ou surtout à moi personnellement. J'étais très touchée par les expériences de mes 2 frères. Lui, par le temps de sa naissance et comment il est né, et n'a jamais connu son père. Et mon frère aîné, parce qu'il a eu, durant la guerre avec Isieux, il avait toujours l'impression qu'il vivait en sursis. C'est un terme de droit, mais ça représentait pour lui qu'il avait eu 40 ans de sursis jusqu'à sa mort parce qu'il avait échappé à Isieux et à Klaus Barbie. Et ça, c'est quelque chose qui était toujours très, très fort sur sa tête. Alors moi, je pensais toujours que... Moi, comme je vous dis, c'est si, c'est ça, c'est pas... Mais quand même, vous avez perdu votre père à cause de ça. Mon père. Oui. C'est quand Oui, même... bien sûr. Oui, mais je veux dire, les expériences de tous les jours, c'est... j'étais pas dans le maquis, j'étais pas dans les bois, j'étais pas dans les... je sais pas. Est-ce que vous sentez quand même que vos expériences pendant la guerre ont eu une influence sur votre vie après la guerre? J'avais des regrets à cause de mes études, ça c'est certain. J'aurais peut-être eu une carrière, peut-être. Si j'avais continué à l'école, j'aurais pu aller au lycée. En arrivant à 14 ans, c'était un peu tard pour rentrer en 6e. C'était plus pareil. Ça m'a beaucoup dérangé, surtout que mes 2 frères étaient des universitaires et tout ça, ça m'a beaucoup... Et que moi, j'avais beaucoup pour ma mère parce qu'elle était seule et que j'étais femme aussi. Alors je ressentais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je faisais que mes frères n'avaient pas à faire. Comme par exemple, vous pensez de quelle chose? Mon frère allait au lycée, après l'université, il n'avait pas besoin d'aller au magasin. C'est vrai qu'il a eu des époques où il devait livrer de la nourriture pour Pâques ou quoi, et qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui donne un pourboire ou à faire ce genre de travail. Mais c'était minimum. Moi, c'était quotidien de m'occuper de mon petit frère, de faire les courses, d'être au magasin. C'était différent. Et c'est quand même une excuse, parce que si j'avais absolument tenu à faire autre chose, j'aurais peut-être dit, je laisse tout ça et je fais ce que je veux. Mais j'étais prise par beaucoup de sentiments qui me disaient que je devais faire ce que je faisais.
quand j'allais au scout après la guerre et que j'y allais durant le week-end, je me sentais fautive. Parce que j'étais pas là au magasin pour aider ma mère. Toutes ces choses-là, les petites... Il y a des manques. Mais ça veut dire que c'est ça C'est qui montre normal. que... Oui, mais ça montre quand même que la guerre a eu un effet sur certainement votre vie. que ça a oui. eu une influence, une grosse. Mais là, je remercie mes petits-enfants, mon arrière-petite-fille, ça c'est mon grand bonheur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter dont on n'a pas parlé? Pas actuellement, j'en ai assez dit, je crois. Merci beaucoup alors, Micheline. Merci pour l'entrevue.